Le terroriste d'Otniel vient d'être capturé par les autorités israéliennes. Les violences se poursuivent. Avec nous sur ce plateau, Olivier Rafovitch, bonjour. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Myri Mamam, vous êtes également avec nous. Alors, ce terroriste, il était âgé de 15 ans. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. 15 ans. 15 ans, c'est un criminel, un assassin. Il a tué une femme devant ses enfants. Il a planté le couteau dans le corps de cette femme, ce qui a évité de la part du terroriste de pouvoir le reprendre et tuer d'autres enfants. Mais 15 ans, ça prouve ici une problématique dramatique parce qu'on a affaire donc à des très jeunes qui sont extrêmement motivés, extrêmement manipulés. Et il est très difficile donc de repérer à l'avance. Ils sont peut-être même en dehors des circuits palestiniens connus par les services de renseignement et palestiniens et israéliens. Et donc on a affaire, je dirais presque, à une délinquance juvénile terroriste. On a eu également des gens de 13 ans qui ont attaqué des Israéliens il y a quelques mois. Donc nous devons faire, nous, en Israël, un point et véritablement un brainstorming pour savoir de quelle manière nous devons traiter ce problème qui est bien au-delà du traitement classique de la lutte antiterroriste aujourd'hui. Et les autorités Myri qui ont mis finalement l'accent sur les localités juives, en Cisjordanie notamment, elles sont dans le viseur des terroristes manifestement. Ils sont dans le viseur, mais alors pour revenir à cet âge de 15 ans et puis 16 ans à Tekoa hier pour l'attentat, ce qui est important de souligner, c'est qu'il ne s'agit donc pas de travailleurs palestiniens du coin, puisque eux sont évidemment majeurs, et ça pose la question sécuritaire d'infiltration au sein de ces implantations, et comme vous l'avez dit aussi de radicalisation d'une certaine jeunesse qui, au lieu de jouer à des jeux d'adolescents, eh bien eux partent le matin avec cette idée de rentrer dans une implantation et d'attaquer. Les autorités qui vont devoir évidemment mettre l'accent sur la sécurité, sur la manière de protéger ces implantations qui sont, il faut le savoir, un petit peu au milieu de nulle part, et c'est pas des villes, c'est des petites implantations, c'est même pas des villages. Comment est-ce qu'on peut protéger? Évidemment, il y a des patrouilles de l'armée, mais que faire face à des jeunes de 15 ans? Alors comment c'est possible justement, Olivier, puisque l'armée a défini hier les travailleurs justement étaient interdits à Otniel. Cette décision elle a été élargie aujourd'hui. Est-ce que cette mesure de sécurité elle est vraiment efficace? On est encore une fois, comme je vous l'ai dit, dans une situation où on essaye de trouver des solutions. Il n'y a pas ici de solution magique pour arrêter ce type d'attentat. Juste pour nous rappeler à nous tous que l'attentat de Marseille contre le professeur de l'école juive avait également 15 ans. Donc on a affaire ici à une daeshisation, une émulation du terrorisme international chez les très jeunes. Les réseaux sociaux ici jouent un rôle capital qui procure à ces jeunes-là du carburant intellectuel, mental, physique pour arriver à de telles actions, puisqu'ils sont prêts aussi à mourir ensuite. Mais pour votre question, je pense que nous devons encore une fois bien réfléchir à la manière de traiter le sujet pour, d'un côté, arrêter les responsables, les parents, le cercle familial, mais également ne pas empêcher les autres qui ne font pas de violence de continuer à avoir une vie normale. Parce que le problème est ici d'avoir un chaos généralisé par des mesures généralisées. C'est un petit peu la même problématique qu'en France ou en Europe, face à ces jeunes radicalisés qui partent combattre en Syrie, qui reviennent faire des attentats, perpétrer des attentats en France ou en Belgique. Le problème, c'est comme vous le dites, ce sont des jeunes qui souvent se radicalisent sans doute sur Internet, puisque vous savez que c'est les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, où il y a des vidéos, etc. Et donc ils se radicalisent au point de mener ces actions, mais ils ne sont pas, évidemment, ça ne concerne pas des personnes qui travaillent et qui, elles, veulent vivre évidemment dans la paix et ramener, comme on dit, un salaire à la maison. Donc il faut vraiment que, comme vous dites, il y a un équilibre à respecter entre la sécurité et puis le bon vivre ensemble. Et d'ailleurs, les habitants de ces implantations vous le diront, que la plupart du temps, ils n'ont pas de problème avec certains voisins proches arabes de leur village. Alors justement, on va s'y rendre. Près de ces implantations, on y rejoint Mathias Inbar. Mathias, bonjour. Alors on l'a dit, le terroriste d'Otniel vient d'être arrêté. Il y a eu cette confirmation il y a quelques minutes. Il a été arrêté donc dans un des villages avoisinant cette localité d'Otniel. Oui, dans le village de Beit Amra, je vous le citais d'ailleurs hier, Nathalie, dans ce village arabe qui quasiment jouxte ce village juif israélien, cette implantation d'Otniel dans un rayon de 2 km dans la région de Yatta, au sud de Hébron. Effectivement, il a été arrêté chez lui sans qu'il y ait de démonstration de force de sa part et de la part du Shabak et de l'unité spéciale des Douvdevan, l'unité d'élite de l'armée israélienne. Il a été arrêté
chez lui. Vraisemblablement, ce sont les renseignements militaires et les renseignements, les services de sécurité intérieure qui ont réussi à mettre la main sur ce jeune de 16 ans. Vraisemblablement, on disait depuis hier qu'il s'agissait d'un ouvrier palestinien. Eh bien non, un Palestinien de 16 ans, on peut dire un adolescent même, qui a été arrêté chez lui sans, encore une fois, démonstration de force, sans qu'il n'y ait de balles de tirées. On peut donc dire que l'épisode se referme concernant le meurtre et cet assassinat de Daphna Meir en plein cœur de cette maison de Otniel. Pour ajouter une information, l'armée israélienne vient de me confirmer que malgré cette arrestation, aucun Palestinien, aucun ouvrier palestinien n'a été autorisé, à rentrer et à travailler aujourd'hui dans les implantations de Cisjordanie. Merci beaucoup Mathias pour ces explications et ce dernier point. Donc Olivier, une réaction, aucun ouvrier donc autorisé à pénétrer dans ces villages. 2 attentats dans 2 implantations en 2 jours, ça fait quand même beaucoup pour les autorités israéliennes qui craignent des actions à répétition. Hein. Il y a effectivement un processus dramatique d'émulation de ce terrorisme-là. Parce qu'il touche les jeunes, donc on a dit, qui sont très jeunes, qui sont prêts donc à l'attaque. Ils sont non repérables au départ, ils sont inconnus des services de sécurité et palestiniens et israéliens. Ils attaquent au couteau, ils s'échappent en courant. Donc là, pour l'instant, on essaie de prendre des mesures, on va dire, générales. Quand vous dites qu'ils sont inconnus des services de sécurité, c'est qu'en fait, les services de renseignement, ils n'ont aucun moyen de le détecter avant, par texto, par échange d'informations avec les personnes dont les services disposent sur place. C'est pas possible d'avoir une petite information. Je comptais juste une chose. Il y a eu un sondage qui a été fait à Gaza il y a quelques jours par le centre de sondage de Shkaki, qui est un grand centre de sondage palestinien. Entre 16 et 20% des Palestiniens de Gaza sont proches de Daesh. Sur 1 million de personnes, c'est beaucoup de gens. Donc on ne peut pas avoir de l'information précise et tactique pour des milliers de personnes et savoir à quel moment cette personne-là passera de la théorie à la pratique. Donc il y a une problématique pour l'information à collecter. Lorsqu'on arrête, on arrive donc à savoir et à déceler les raisons et même les choses qui ont été dites ou écrites auparavant. Mais avant cela, c'est pratiquement impossible. Alors je vous propose à présent de revenir sur l'enterrement hier de Daphna Meir, assassinée devant sa fille de 17 ans. Reportage sur place de Maël Ben-Oliel. Après l'horreur et l'effroi, place à la tristesse et à l'émotion. Tout le Yishuv d'Otniel, ou presque, rassemblé à l'extérieur de la synagogue de cette localité du sud de Hébron pour rendre un hommage à leur voisine, leur amie Daphna Meir, poignardée à mort chez elle devant ses enfants. Je ne réalise pas, c'est incroyable de se dire que je ne pourrai plus lui parler, plus lui téléphoner. Il y avait tellement de vie en elle. Elle avait toujours quelque chose à dire et puis elle avait le sourire. Je ne peux pas croire qu'elle ne viendra plus le samedi matin au parc pour prendre son café avec moi. Daphna Meir était connue de tous ici, elle qui a longtemps été l'infirmière principale d'Otniel, avant d'aller exercer son métier à l'hôpital Soroka de Beersheva. C'est la consternation, mais qu'on partage la même douleur. On est une famille, on est une grande famille. On se connaît tous, on vit ensemble depuis longtemps et pour longtemps. Et ici à Otniel, dans le sud de Hebron. Sur la route qu'emprunte le cortège funéraire dans cette région particulièrement touchée par la récente vague de violence, ils sont des centaines d'Israéliens à s'être réunis en différents points pour marquer leur soutien. Ils sont encore plus nombreux au cimetière de Givat Shaoul à Jérusalem pour accompagner Daphna Meir dans sa dernière demeure. Certaines personnalités politiques ont fait le déplacement. Le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, et le chef de l'opposition, Yitzhak Herzog, se tiennent côte à côte. Beaucoup d'Israéliens sont même venus de loin. Je tenais à soutenir la famille. Et bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas. C'est très triste. Voilà donc pour ces funérailles qui ont lieu
qui ont eu lieu hier à Otniel. Mary, je voudrais qu'on revienne sur ce manque finalement de prévision possible pour l'armée israélienne, pour les autorités israéliennes. Un tel attentat comme il y en a eu à Otniel avant-hier, à Tekoa hier, c'est pas prévisible, c'est impossible de pouvoir... C'est compliqué parce qu'il s'agit de jeunes de 15 et 16 ans qui ne préparent pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en contact avec leurs parents, leurs cousins. Peut-être qu'ils en ont un petit peu parlé, mais c'est très compliqué. Déjà, c'est à voix orale, ils ne vont certainement pas envoyer de SMS. Et donc, c'est compliqué de pouvoir prévoir. Peut-être que même eux, la veille, ne savaient pas qu'ils allaient le lendemain Olivier, partir. ils se lèvent le matin et ils disent, bon allez, aujourd'hui j'y vais. Bon, il y a quand même, on va dire, un terreau favorable dans la famille. Là, on parle de villages qui sont près de Yatta, donc ce sont des terreaux proches du Hamas, du djihad islamique. Il y a quand même des familles qui sont fondamentalement proches de l'islamisme radical. Donc, ces jeunes-là vivent là-dedans, naissent là-dedans et vraiment sont baignés dans cette atmosphère-là. Maintenant, le passage à l'acte est le problème central ici. À quel moment Mohamed ou Youssouf ici prend le couteau, part de chez lui et décide de tuer un juif ou une juive maintenant? C'est un problème, je vous dis, qui est très compliqué à arrêter aujourd'hui. Et encore une fois, nous allons devoir travailler avec les services de renseignement palestiniens également pour essayer de trouver un mode opératoire, comme on l'a dit ici, pour prévenir, pour empêcher que ce type d'assassinat se répète. Mais encore une fois, c'est très compliqué. Merci à vous, Olivier. Merci, Mary, pour ces explications.